Eh bien, bonjour à tous. On va attaquer ce webinaire. On est ravis de vous retrouver. C'est le troisième de notre série de dirigeants à référence. Je suis Bruno Samboisin, consultant chez Influactive, et j'aurai le plaisir pour ce webinaire d'aborder le thème communication de crise et autorité informationnelle, l'avantage décisif des méthodes militaires. Pour ce faire, nous avons Hervé Bigal qui est avec moi, qui est le PDG d'Influactive et qui cumule en plus des fonctions d'officier supérieur dans l'armée, ce qui laissait présager de tout l'intérêt de ce webinaire. Hervé, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh ben, oui, bien sûr. Merci déjà pour ton invitation exceptionnelle aujourd'hui, afin de partager quelques tips sur le sujet dont tu viens de parler. Donc, je suis le fondateur de l'agence Influactive, créée en 2004. On intervient autour de pas mal de clients dans différents secteurs, le food, le retail, la défense, l'industrie, l'intérim. Et effectivement, je suis également officier supérieur au sein de l'armée de l'air et de l'espace, au sein du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. D'accord. Alors, on a abordé les tribunes, on a abordé le géo sur les deux premiers. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aborder cette thématique justement de com de crise pour ce troisième volet? Parce que la nature des crises a changé radicalement. Avant, ça se gérait avec un communiqué de presse. Aujourd'hui, une crise, elle naît n'importe où. Elle va naître sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, dans des boucles WhatsApp, des boucles Telegram. Ça va être des rumeurs, ça va être des fuites, ça va être de la désinformation, de la mésinformation, de la malinformation. Une crise aujourd'hui, elle se caractérise par trois éléments fondamentaux. C'est son imprévisibilité. On ne sait pas quand ça démarre, par définition. Son urgence, on a intérêt à répondre rapidement, on en parlera tout à l'heure dans les méthodes, et son incertitude. Moi, je serais tenté de dire, la certitude, quand on est dans une crise, c'est comme quand il y a un feu de forêt. On peut le limiter, mais il y aura quand même des hectares de brûlés et on va quand même ramasser. Alors, face à ça, une crise ressemble moins à une conférence de presse qu'à une opération en environnement hostile. Et c'est là que les méthodes militaires, elles deviennent vitales. On n'agit pas seulement, on observe, on qualifie la menace, on cartographie la menace et les intervenants et on choisit son tempo. Et c'est là qu'on voit qu'on change de paradigme. D'accord. Alors, pour les participants, on va aborder bien évidemment plus en détail et de façon pratique un peu plus loin ces différentes phases. Pour resituer rapidement, donc on agence, donc on a des clients en RP, en digital. Quels sont les clients qu'on a et qu'on gère en termes de communication de crise? Alors déjà, on a pas mal de clients dans le food, l'agroalimentaire, parce que on y connaît des crises répétées et récurrentes. Tout le monde se souvient des lasagnes avec de la viande de cheval, enfin des crises comme ça, on en a assez régulièrement. On a la grande distribution, on gère plus de 170 magasins d'un grand distributeur, parce qu'un magasin, il faut bien voir, c'est une vie dans une ville. Ce sont des flux de centaines de milliers de personnes avec des voitures, des accidents, voilà. Et dans une ville, il y a forcément des problèmes à gérer avec derrière des manifestations et des activistes qui cherchent aussi à se faire connaître. On a pas mal d'industriels, parce que l'industrie dans l'hydrogène, les matières inflammables, l'industrie c'est dangereux à la base. Donc des accidents de personnes, des accidents liés à des infrastructures, à des usines, des industriels de la défense, parce qu'eux aussi sont très attaqués d'un point de vue informationnel. Et on a aussi des sociétés de services, notamment dans l'intérim, là où il y a un capital humain, c'est quand même vital dans une entreprise. D'accord. Alors, j'ai précisé lors de ta présentation rapide que tu étais officier supérieur dans l'armée de l'air et de l'espace. Tu fais quoi exactement et pourquoi c'est légitime de présenter ça dans le cadre de ce webinaire? Alors, je travaille au sein donc du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, dont le métier est justement d'organiser tout ce qui est préparation conventionnelle et des exercices, et notamment également tout ce qui est renseignement. Je travaille au sein d'un état-major opérationnel qu'on appelle A7. Je fais entre 30 et 60 jours de réserve opérationnelle par an, selon les besoins. Le job au sein de cet état-major, c'est de concevoir, planifier, coordonner
évaluer les exercices opérationnels. Mhm. C'est une unité qu'on appelle Profor, protection de la force. Et là-dedans, moi, je m'occupe tout particulièrement de ce qu'on appelle l'info-ops, l'info opérationnelle, Ouais, la communication de crise et la guerre informationnelle avec sa strate influence. d'accord. Et là, tu entends bien que influence, crise, ça rejoint typiquement ce Exactement. qu'on fait dans le civil. Tu as eu des déploiements déjà Ouais. J'ai été déployé pendant 3 mois pour les JO, les JOP, Mhm. donc en opération intérieure à Vélizy-Villacoublay. Et là, ma mission était de travailler le risque réputationnel de la lutte anti-drone et de travailler sur des cas d'ingérence autour de la lutte anti-drone. Et j'avais aussi un rôle de veille et d'analyse des signaux faibles, toujours autour de la lutte anti-drone dans le cadre des JO, JOP D'accord. 2024. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en gros sur cette période? Bon, n'hésite pas sur les détails croustillants, il faut qu'on fasse venir du Ouais. monde. Eh ben, je vais te décevoir en fait, parce Qu'est-ce- que ça a été une réussite. Ça a été une réussite Mhm. aussi bien au sein de ce que nous on était amené à faire, la lutte anti-drone, Mhm. que des JO d'un point de vue plus large. Il s'est rien passé de grave. N'en déplaise à tous les grands spécialistes qui déclamaient à longueur d'émissions Oui, on se de rappelle. télé, voilà, qu'on on réussirait jamais. Je me souviens notamment de la cérémonie numéro 1, qui est effectivement complexe à sécuriser. Tout a été bien fait, il y a rien qu'on a caché. Et pour être encore plus honnête, Viginum fait un excellent travail et a documenté tous les cas connus dont on a pu avoir vent et travailler pendant les JO. Voilà. D'accord. Alors, on va rentrer maintenant dans le dur. Euh, pour commencer par le commencement, une crise, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et quand on en a discuté en préparant, tu as bien distingué la crise Ouais. de la crise de communication. Ouais. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer un petit peu tout ça, s'il te plaît? Oui. Alors déjà, la crise, une définition, c'est un événement, j'en parlais, imprévu, ou une série d'événements qui menacent l'intégrité, la réputation ou la survie, le même niveau de réponse. En résumé, travailler en com de crise, c'est protéger la marque. Voilà. C'est pas juste avoir mauvaise presse, une crise, c'est une perte de contrôle complète sur la perception d'un événement. D'accord. Je vois qu'il y a Béatrice Martini qui a levé la main. Il y a une question? Non, ou- non. Non, du tout. Ok. Euh, en fait, est-ce que toutes les crises, du coup, deviennent des crises médiatiques qui nécessitent une strate de com ou des actions de communication à défaut? Alors non, et ça c'est un point essentiel, et c'est là où on utilise des outils concrets d'évaluation dont je vais parler. Tout n'est pas crise, et tout n'est pas crise médiatique. C'est indispensable de différencier la gestion d'un sujet sensible d'une crise ouverte. Et c'est pour ça qu'on parle de communication sensible et de communication de crise. Un résumé rapide. La différence entre une communication sensible et une crise ouverte, elle existe. Et l'importante, c'est la nature de la menace. La communication sensible, elle vise à confiner des situations délicates et ciblées, souvent connues, dans lesquelles on évolue. Alors qu'une crise ouverte, elle implique, j'en parlais, une perte de contrôle total face à l'imprévisibilité et à l'urgence de la crise. Alors, comment ça se passe dans la vraie vie Oui. et comment on fait le distinguo? La première des étapes, nous, ce qu'on aime, c'est le CRI, le compte rendu immédiat. Voilà, Oui, parce que l'armée est très fan. voilà, oui, ouais, d'accord. Ah oui, ça. On en est même dans certains documents à avoir la définition de nos propres acronymes parce que tous, on n'est pas capable de tout décoder. Mais c'est indispensable. Le compte rendu immédiat, c'est une remontée à chaud de l'événement par téléphone, par SMS, par email, pour faire un point de situation global. Et là, il y a une grosse différence. Dans le privé, on va avoir tendance à avoir un compte-rendu le plus complet possible, alors que dans l'armée, il est immédiat. Et on préfère travailler sur quelque chose d'incomplet, sur lequel on va commencer à investiguer et avoir l'information en temps réel, alors que dans le privé,
on va attendre avant de dire à son PDG qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Dans l'armée, ça remonte tout de suite au plus haut niveau. Moi, les incidents sur lesquels j'ai travaillé pendant les JO, ça remontait au niveau du ministère, très vite. D'accord. C'était important. Tu peux nous expliquer un petit peu à quoi il sert ce CRI? Alors, le CRI, oui, il permet de voir si on va simplement engager une opération de veille, savoir si on se contente de regarder pour éventuellement, peut-être que les médias n'en parleront pas, peut-être que les réseaux sociaux ne s'en saisiront pas, ou alors, si derrière ce cri, il faut tout de suite mettre en œuvre toutes les méthodes dont on va parler, point de situation, main courante, PC crise à mettre en place, etc. D'accord. Je vais revenir justement sur cette notion, si tu veux bien, entre com sensible et crise réelle. Ouais. Je crois que tu nous as parlé en préparant ce webinaire d'espèce de matrice de signaux. La matrice de Heydrich. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors déjà, super boulot fait par Didier Heydrich, sa matrice qui permet de classer un événement en fonction de 4 critères, en abscisse et en ordonnée. En haut, vous voyez qu'il peut y avoir un fort impact émotionnel, en bas, un faible impact émotionnel. Sur la gauche, il y a un faible potentiel social et sur la droite, fort potentiel social. Ce qui veut dire qu'une crise peut être par effet de dissociation avec un très faible impact social, parce que, ok, j'entends parler de ça, oh, c'est terrible, mais par dissociation, je m'en fous. Et je vais pas être là à prendre ma pancarte, aller dans la rue. À l'inverse, par effet de contagion, je peux ne pas être forcément impacté, mais je suis par contagion ou parce que les études de Cambridge Analytica avaient appelé la triade sombre, et je fais partie de ces gens qui ont vocation à être très ciblés en désinformation, parce que parano, parce que complotiste, parce que seul, etc. Enfin, on pourra faire un autre débat là-dessus. Et là, par contagion, je vais faire ma pancarte, je vais descendre dans la rue, et là, ça devient une véritable crise médiatique. Donc, tout ça veut dire que, par définition, tant qu'on n'a pas classé et travaillé avec cette matrice, on ne sait pas si globalement on est dans une vraie crise médiatique, qui peut être une crise en interne dans une entreprise, mais pas forcément demain une crise médiatique. Et ça, c'est essentiel, ce qui permet, nous, pour nos clients, de commencer à leur dire, on va garder notre calme, on va analyser et ne vous inquiétez pas, on va pas mettre en œuvre des méthodes et un mode opératoire qui ne correspondraient pas à la réalité de cette crise. Ça marche. Alors, concrètement, tu nous as expliqué l'intérêt de cette matrice. Oui. Des matrices, on peut en voir des tas dans tout un tas de sujets. Nous, ce qui nous intéresse, et c'est la promesse de cette série de webinaires, c'est d'être dans le concret. Oui. Donc aujourd'hui, tu l'appliques comment dans le civil pour qualifier une menace, ce IEPS? Déjà, de le positionner en analysant son positionnement. Donc là, déjà, on voit si c'est plutôt en bas à droite. Dans ce cas-là, on est dans un faible impact émotionnel, mais un fort potentiel social. Oui. Alors, prenons des exemples, fort potentiel social et faible impact émotionnel. Tout le monde sait que quand on mange du thon ou du saumon, aujourd'hui d'élevage, il y a du chlore, du chrome, là, on est finalement dans un fort potentiel social parce qu'on en mange tous. Ouais. Donc demain, on peut dire, waouh, vous êtes des millions à avoir consommé du poison, mais on est dans un faible impact émotionnel, on est dans de la communication sensible, là. On le sait. Et on va l'acheter et on sait, on se dit, oui, espérons qu'il n'y en a pas trop. Voilà. À l'inverse, on peut avoir des phénomènes de contagion extrêmement forts avec un faible potentiel social, mais avec une évolution. Et c'est là où, dans notre méthode, on en parlera. Après, on voit la cartographie et on voit l'évolution. C'est-à-dire qu'en début de crise, on peut être sur un point de cette carte et avoir des vecteurs qui font qu'on va évoluer dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'on l'a fait évoluer tous les combien de temps, en fait, cette matrice? Alors, en crise, on l'a fait évoluer en permanence. On a un PC crise et c'est quasiment toutes les 2 heures qu'on voit, en fonction des inputs, si elle est amenée à évoluer ou pas. Voilà. Ok. Donc, l'intérêt stratégique de cette méthode, c'est quoi? C'est d'apporter une lecture objective du terrain? Oui. Objectif veut dire que derrière, on ne mettra pas des moyens qui sont pas en rapport à ce qu'on analyse, tout en restant capable de monter en puissance. C'est là où, que ce soit dans l'armée ou dans le civil et l'organisation d'agences telles que la nôtre, on a la capacité. En armée, c'est volume fois délai. Capable de mettre du volume et d'aller très très vite, on a cette capacité. Ça ne veut pas dire qu'on la met systématiquement,
il y a une Oui, montée c'est- en puissance. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment en rapport de ce que tu vas analyser comme situation. Exactement. Euh, on va rentrer un peu plus loin maintenant dans la com de crise. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner les grands principes clés Oui. d'une communication de crise? Il y en a 4. La rapidité, la transparence, la cohérence et l'empathie. La rapidité, je vais vous donner un exemple. Si on prend Taïwan, qui subit des attaques informationnelles de la Chine en permanence, c'est vraiment une guerre informationnelle, hein, avec des attaquants et des gens qui répliquent. Ils ont une doctrine qui s'appelle le 2-2-2. C'est-à-dire que en moins de 2 heures, ils doivent être, et là, tous les habitants de Taïwan et tous les gens qui ont accès à un ordinateur ou un téléphone sont appelés à se mobiliser. En moins de 2 heures, je dois envoyer une réponse avec 2 photos et au moins 2 messages, ces messages faisant moins de 200 caractères. Quelque chose et c'est ce qu'ils appellent humour before rumor, c'est-à-dire de l'humour Avant la rumeur. voilà, avant l'humeur, voilà la rumeur. Et c'est une méthode et c'est une doctrine. C'est pareil en com de crise. On doit réagir en moins de 2 heures. Et quand la crise est activée, c'est des points temps réel. Voilà. D'accord. En préparant, tu me disais que les entreprises étaient plus vulnérables qu'avant. Ça, comment tu l'expliques? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est très documenté. On va trouver 2 études, le baromètre Edelman Trust, qui montre que 7 personnes sur 10, donc 70%, pensent que les dirigeants les trompent. Ah oui, quand même. Alors, ça a évolué. Il y a aujourd'hui beaucoup d'études sociologiques qui démontrent que même le fait d'être trompé ne veut pas dire qu'on agit différemment. Ça, c'est super intéressant. Hier, j'étais à une conférence sur le sujet. Bon, je vais pas en parler. Ça a duré 1h30 et l'impact est pas aussi documenté que ça, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, mais l'impact peut se trouver à d'autres endroits. Il y a une autre étude, la Food Brand Trust, nous sur lesquels on se base depuis des années. Je crois qu'elle est sortie en 2017 et elle montre quelque chose de simple. Elle montre que les marques, notamment dans le food, aujourd'hui, ils peuvent mettre autant de moyens de publicité qu'ils veulent. Et là, je parle de publicité achetée, qui coûte des millions. Attends, je vais finir avant de répondre à la question. Plus tu mets des moyens, moins tu auras d'impact sur des gens qui n'ont pas confiance. Et donc, il s'agit de mettre ses consommateurs, ses clients, ses téléspectateurs dans un cercle de confiance, un peu comme dans le film Le cercle des poètes disparus. Une fois que ces gens-là sont dans le cercle de confiance, là, la publicité, la communication, la création de contenu, le contenu de marque peut fonctionner. Ça veut quand même dire qu'on travaille face à des populations qui n'ont pas confiance. Et donc, dans ce cas-là, la durée de vie, elle explose. Elle peut durer super longtemps. Avec Google, une crise, ça peut durer 10 ans. Hein. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on sait que aujourd'hui, on a de moins en moins confiance et que donc la marque doit être capable de réagir plus vite parce que c'est pas est-ce qu'elle va être attaquée, c'est quand, par qui et avec quels moyens. Voilà. Avant d'aborder les attitudes, on a une question. Qui est, bonjour, quelle définition pourriez-vous donner de la transparence en com de crise? C'est une question de Christelle Bertrand. Merci Christelle. Ben, je serais tenté de dire que non, la transparence ne va pas avec la com de crise. Par contre, la véracité, l'analyse, le fait de parler vrai, le fait de ne pas mentir, oui, ça c'est indispensable. Mais en matière de transparence, on en parlera tout à l'heure, il y a toujours une position on et une position off. Oui, c'est ce qu'on abordera tout à l'heure sur les éléments de langage. Mais très bonne question parce qu'on en parle tout à l'heure. Pour reprendre le fil, face à une crise, les consommateurs ou les clients, c'est 3 grandes attitudes de ce que j'en ai compris. Tu peux nous dire quelles sont ces attitudes? Elles sont hyper intéressantes parce que parfois paradoxales. La première, c'est le dialogue. La marque me trahit, je veux comprendre et je peux pardonner. D'où l'importance de travailler le contenu de marque. D'où l'importance des réseaux sociaux qui fait qu'une marque communique 1 fois par jour, 2 fois par jour. Alors qu'avant, elle faisait une pub institutionnelle qui durait 3 ans. Hein. 2, le paradoxe. Je déteste cette marque, en tout cas j'ai été déçu, mais je ne peux pas m'en passer. Genre Microsoft, par exemple. Je dirais pas de marque parce que s'ils veulent me prendre, je vais travailler pour eux. Mais oui, tout le monde va critiquer les McDonald's. Ah, les Big Mac, c'est de la merde et tout.
Et c'est plein. Et eux, s'ils veulent travailler avec nous, on dit non. Si, on les prend. Ouais, on les prend. Ça me rassure. Voilà, donc on n'a pas à détester. Et on a intégré ça. Voilà, en fait, c'est je t'aime. Non, c'était quoi, Gainsbourg, il disait je t'aime moi non plus. Voilà. Donc ça, et la troisième, la rupture. C'est la fin de l'attachement, donc je perds. On peut aller jusqu'au boycott et jusqu'au militantisme. Et ça, là-dessus, ça, c'est typiquement pour nous un élément fort en matière de lutte informationnelle. Le boycott, aujourd'hui, se fait avec des moyens techniques importants. On a vu des associations qui s'appellent BDS, qui vont jusqu'à créer des extensions sur Google que les gens installent et qui empêcheraient d'aller vers une marque qui fait partie du boycott. Donc là, on ne parle pas simplement de gens qui descendent dans la rue avec leur petite pancarte, on parle de moyens coordonnés avec des moyens importants, avec une organisation. Donc on est dans une guerre informationnelle. Donc voilà, la réponse, si elle est rapide de l'entreprise et transparente, le public peut dire à long terme, t'as fauté, je te pardonne, mais maintenant suis-moi au quotidien. On est dans un couple. D'accord. L'un a fauté, mais on ne va pas casser le couple pour autant, mais tu as fauté, reconnais-le, séduis-moi et au quotidien. Et évite de refaire la même faute. D'accord. Et je reviens, excuse-moi, sur ton expérience militaire. Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement? Enfin, les méthodes militaires, de façon générale, qu'est-ce qu'elles apportent dans le civil? Qu'est-ce qu'on a à en apprendre? Dans le civil, ça va être tout de suite, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. C'est ce que voilà, communiqué de presse. Il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que prendre leur agence de relations presse, ils pourront gérer une crise ou une direction de la communication ou une agence de com. Dans l'armée, on va commencer à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le CRI en a parlé, le point de situation, avec derrière des outils, une main courante. Il faut voir comment on est. Excuse-moi, explique main courante. Alors, pour moi, c'est évident, pour toi aussi, parce que tu me l'as expliqué hier. Ouais. Mais peut-être que pour nos participants, c'est pas une main courante, c'est pas clair. Les mains courantes, alors j'en parle parce que c'est ce qu'on vit dans l'armée, mais ce qu'il y a dans de très grandes entreprises qui sont bien structurées, c'est déjà une pièce qui est armée de au moins 2 personnes avec un très grand écran, avec une possibilité de diffuser l'info et minute par minute, on va donner des détails sur l'incident, le fait générateur, les opposants, sur la crise. Et ça, tout le monde doit y avoir accès. D'accord. Ça, c'est important. Donc, cette organisation et ces outils, c'est pas n'importe quoi. Il faut une pièce. Il faut une télé. Il faut une télé qui soit communicante pour qu'on puisse savoir et à peine de se déplacer. Voilà. Et une personne, 2 personnes dans l'armée qui arment cette pièce, qui vont être là. Moi, j'ai fait des missions. C'était pas organisé. Et on dit, bah tiens, toi, t'es là, allez, mets-toi à la main courante. Non. Voilà. Qui arme une pièce, c'est-à-dire qu'il organise. Qui a les outils, les outils qui sont existants, qui sont sur le bon réseau, avec le bon débit. Et c'est pas évident parce que dans le civil, on a tendance à se dire, tiens, on a une pièce de libre, allez, on va l'utiliser pour une formation. Non, dans l'armée, on est capable de l'avoir dans des endroits hyper stratégiques. L'armée est résiliente. Le civil fait très attention à son économie et son seuil de rentabilité. Gagner la confiance de la personne à l'origine du problème. Fondamental. C'est fondamental. Ouais. Tu peux expliquer? Oui, que ce soit dans le civil ou dans le militaire, celui qui va appeler en disant il y a eu tel problème, très souvent, il est lié au fait générateur du problème. Donc, très souvent, il va avoir tendance à minimiser ce qui s'est passé lui ou son organisation. En gros, c'est pas grave. Donc, on va démarrer avec des billes qui ne sont pas des billes complètes. Et nous, on doit gagner la confiance de cette personne qui fait le cri en lui disant, écoute, dis-nous tout. Et donc, on en revient à la question de Christelle. Voilà, dis-nous tout. Tu dois être transparent. On est comme ton avocat. On ne va rien dire sans que ce soit validé, sans qu'on soit tombé d'accord, mais on a besoin de tout savoir. Un peu comme un avocat, ces avocats qui sont commis d'office, qui va voir la personne qui est enchaînée dans la cellule de garde à vue, et qui va lui dire, bon, commence à me dire la réalité. C'est toi qui lui as mis un coup de poing ou moi j'ai besoin de ça pour défendre. D'accord, c'est le point, cette notion de point off. Super dur, voilà. Et point on en fait. Alors exactement, et là on arrive, c'est qu'après pour notre autorité si on est dans le militaire ou notre client si on est dans le civil, on va faire un point situation off, donc qu'on ne ressort pas à l'extérieur, et un on. Dans le off, on peut dire
Voilà, il a vraiment merdé. C'est que des problèmes, etc. Et le point on va expliquer que nanana, voilà. Et c'est là où transparence, oui, pour nous, quand c'est en interne, et ça a vocation derrière à avoir essaimé, mais déjà pour le client, un point on et un point off. Et le point off sortira jamais. D'accord. Donc, on a le point à date. Maintenant, il va s'agir de répondre. Ouais, pas répondre. À traiter. C'est quoi les grandes stratégies de réponse et également les erreurs classiques les erreurs qui sont faites? Le refus ou la minimisation, non, c'est pas nous, non, etc. Nier les faits, oh, on n'y est pour rien. Chercher la diversion, oh, mais c'est pas moi, c'est lui. Bon, ça, c'est fortement déconseillé parce que là, on détruit la confiance. Hein. Et puis, à un moment donné, tout se sait. Hein. Oui, c'est ça. On est dans une période où les réseaux sociaux, les caméras. Mais les caméras, voilà. Quand on pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui viennent dans la rue en disant « Je ne veux pas de vidéosurveillance pour 3 pauvres caméras de la PM dans une ville », on a 65 millions de Français qui ont 65 millions de caméras et qui filment en permanence. Donc, voilà le danger. Donc, les stratégies de refus. Moi, j'ai traité un cas, une grande boîte où le DG a fait un podcast derrière en expliquant pourquoi c'est pas vrai ce qu'avait dit. C'était une émission de télé. Terrible. C'est ça qui a tout déclenché, en fait. D'accord. C'est ce que tu appelles le syndrome de surinfection, c'est ça? Alors, là, oui, c'est ça. Une crise, tu as raison, une crise ne reste jamais au même stade. Il y a toujours des surinfections parce qu'elle est utilisée en interne. Alors, attention par contre au refus. Nous, on a géré des cas avec certains clients, par exemple, qui sont dans la grande distrib et qui vont dire parfois ça n'est pas de notre fait, on est attaqué nous, mais vous voyez, et là on transfère vers, par exemple, la Fédération du commerce et de la distribution. Ah, c'est typiquement le cas de la viande de cheval exactement. Dans les lasagnes. Voilà. Si elle s'achetait dans une grande surface, c'est pas de la faute de la grande surface. Voyez Buitoni ou Panzani, ou il faut en dire 3, je crois, hein, à chaque fois. Ou on s'en fout. Voilà. L'ARCOM ne surveille pas. Voilà. Mais donc le refus ne veut pas dire que en l'état c'est une erreur. C'est une erreur si on est responsable. Mais le fait de transférer, comme le transfert en assurance, je crée un crash avec ma voiture, je dis simplement bon excusez-moi et puis j'ai la Matmut ou AXA, machin, qui va le prendre en compte. Voilà. Le deuxième cas, voilà, et ce qu'on propose, c'est la stratégie de reconnaissance, assumer, jouer la transparence, donc on verra comment, limiter la crise à un lieu ou à un produit, dédramatiser en montrant que le pire a été évité. Voilà les deux cas. Et le deuxième est bien sûr préférable au premier. Il y a 5 erreurs classiques. Ouais. Tu parlais tout à l'heure comment dire, qu'il était urgent de prendre le temps. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est attendre d'avoir tout compris, confondre silence, prudence, parler trop juridique, répondre au mauvais public et perdre le tempo. Exactement. Attendre d'avoir tout compris. C'est pour ça que dans l'armée, on a ce fameux CRI. On donne une situation avant de tout savoir pour déjà se mettre en œuvre de marche. Et chez les clients aussi. Nous, on a des clients très bien organisés en com de crise pour lesquels on bosse depuis 20 ans. Ils savent très bien. On est en WhatsApp en permanence en 24/24/7/7 et à la seconde, et on sait qu'on ne les dérangera pas parce que eux-mêmes sont structurés. Donc là, ils ont tout juste confondre silence et prudence. Ça n'est pas parce qu'on ne réagit pas très vite avec une prise de parole qu'on fait une erreur. Non. Ok, se mettre en veille, etc. Être prudent peut être très bon et même conseillé. Parler trop juridique, voilà, commencer à balancer des termes pour essayer de se cacher et répondre au mauvais public. Voilà, ça c'est d'où l'importance de la veille, de l'analyse. On ne parlera pas sur les réseaux sociaux comme on parlera à un média national qui est très connu. Ok, on va rentrer un peu plus maintenant dans le dur, si tu le veux bien. C'est est-ce que vous utilisez, je veux dire, dans l'armée, des outils spécifiques et chez Influactive pour faire ton job? Est-ce que tu utilises des outils à vocation militaire pour gérer les crises, détection, renseignement, ciblage, criblage? Enfin, est-ce qu'on a des outils spécifiques à utiliser? L'institution militaire, évidemment. Ils ont des outils bien à eux, puisque ça va très très loin. Eux font du criblage. Voilà, les unités d'enseignement ont des outils. Le criblage, c'est quoi? Le criblage, c'est de pouvoir analyser une personne bien précise. D'accord. Avec les
pouvoir le mettre dans cette cartographie des adversaires ou des compétiteurs ou des contestataires. Nous, chez Influactive, on n'a pas d'outils militaires, bien évidemment, puisque celles les militaires l'ont. Par contre, on utilise, et moi j'utilise dans ma mission, des outils qui sont utilisés des deux côtés, qui sont des outils d'OSINT, Open Source Intelligence, et qui permettent de faire pas mal de choses, et notamment pour nos clients civils, d'aller très loin dans l'analyse de la menace et la cartographie des adversaires. Oui. Donc, je m'en inspire. D'accord. Donc, en fait, on utilise tout ça. L'important, effectivement, c'est de savoir ce à quoi on a affaire et qui on a en face, finalement. Oui. J'aimerais bien d'en savoir un petit peu plus, parce que on a parlé d'outils, de méthodos. Est-ce que tu peux nous donner des outils spécifiques, prescrits, et puis surtout comment on s'en sert, en fait. Alors, oui, des outils, justement, c'est parmi ces outils, ta question, c'est parmi ceux qu'on utilise dans l'institution militaire et dans le civil. Je vais vous en donner deux, par exemple Spiderfoot et Sherlock. Donc Spiderfoot, il est super intéressant. Ça permet d'interroger rapidement une centaine de sources, les réseaux sociaux, les blogs, etc., autour d'une cible spécifique. Ça peut être une adresse IP, un nom de domaine. C'est très utilisé par tous les professionnels de la sécurité et du renseignement pour cartographier la surface d'attaque d'une entreprise. D'accord. Moi, l'autre jour, j'étais dans une entreprise de la défense, j'ai utilisé Spiderfoot, j'ai vu que parmi ses opposants, ils étaient reliés à des sources universitaires de Phnom Penh. Ah oui, quand même. Oui, Corée du Nord. Donc là, ça permet de dire aux clients, attention, en face de nous, on a des gens organisés. Voilà. Donc Spiderfoot, super outil, faut l'installer, ça se fait pas comme ça. On utilise pas mal Sherlock aussi, de l'OSINT, ça permet de rechercher un nom d'utilisateur. On a, imagine, un pseudo qui revient souvent, on peut arriver à le cartographier et à le cribler. Donc nous, c'est un criblage civil, on n'ira jamais et on n'a pas le droit de le désanonymiser. Ouais. Par contre, là aussi, c'est important parce qu'on va dire à notre client, attention, vous avez une personne, c'est la même qui est présente, donc il y en a une qui vous veut particulièrement du mal. Donc souvent un pseudo d'une personne inauthentique, ce qu'on appelle inauthentique, qui n'existe pas, un avatar, etc. Et il y a de fortes chances qu'il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc voilà deux outils. Après on en a pas mal d'autres. Alors au-delà des outils, effectivement, chacun pourra chercher quel type d'outils il peut utiliser, y compris développer des outils personnels comme on le fait nous à l'agence. En termes de méthode globale, qu'est-ce que tu recommandes comme méthode globale? La méthode globale, j'en ai beaucoup parlé, ça revient beaucoup dans mes termes, c'est déjà préparation et détection. Voilà, préparation et détection, c'est vital. Identifier les signaux faibles, exiger la remontée immédiate, se mettre en avance de phase. On a un client, par exemple, qui sait qu'il va avoir un procès dans 2 semaines. Il va nous dire attention, dans 2 semaines, on est aux assises ou voilà, parce que ou on est au tribunal correctionnel. Bref, préparez-vous. Donc ça, c'est important. La cartographie, la qualification. Voilà, ne pas surréagir. La fameuse matrice IEPS avec le client. C'est pareil. Nous, nos clients qui nous prennent depuis des années sont extrêmement matures. C'est même eux souvent qui nous disent Hervé, Bruno, laisse tomber. Ce que le journaliste a dit, c'est cohérent avec ce qui s'est passé, voilà. Alors que nous, dans notre travail de veille, on va avoir tendance à dire oh attention. Donc voilà, un client mûr, c'est tellement plus sympa de bosser avec eux. Et un client nouveau va avoir tendance à avoir peur. Voilà. Et nous, on ne doit pas survendre. 3, la cartographie, identifier qui on a en face de nous, parce que très souvent dans le domaine civil mais militaire, on a des gens qui démarrent une crise. Oui, c'est pas qu'une erreur, hein, c'est une volonté. Oui, un sabotage. Ensuite, le centre de gravitation réputationnel, tout ne peut pas être protégé. On identifie le point vital à protéger. C'est ça. Donc ça aussi, c'est important. On ne pourra pas mettre de la défense solaire de partout. On va identifier ce qu'on fait. Crucial et ce qu'il faut qu'on protège. C'est une analogie militaire. On va protéger un poste de commandement. Par contre, la guérite du camp. Et on va accepter effectivement quelques dommages collatéraux parce que ne pas accepter des dommages collatéraux signifie qu'on ne peut rien
protéger puisqu'on protège tout. Voilà. C'est comme les pompiers. J'ai souvent ça dans mes formations, parce que je fais pas mal de formations en com de crise. Je montre des pompiers et je montre un feu qui brûle. Et je dis, le travail des pompiers, c'est à un moment donné de circonscrire. Et il dit à son client, non, mais vos 600 hectares, ils sont perdus. C'est pas la peine de nous demander de nous battre. Par contre, on a fait un pare-feu autour. Voilà. Et ils ne s'étendront pas. L'idée, c'est de pas avoir 10 000 hectares. Mais vos 600, lâchez-moi la grappe, on les perd. Et le fait de les perdre fait justement qu'on va limiter. C'est pareil en com de crise. Voilà. Message d'attente. Occuper l'espace quand on fait de l'analyse, de l'enquête, de l'investigation. Et là, on a des réponses toutes faites aussi. Et la riposte graduée, on a parlé. Et surtout, le dernier point, le rétex. Alors ça, voilà, dans l'armée, c'est en permanence le retour d'expérience. Une fois qu'il s'est passé quelque chose, on analyse comment pourrait-on mieux faire. Dans l'armée, on a souvent les rétex en 2 fois 3 points, les 3 points positifs et les 3 axes d'amélioration. Voilà. Et les autorités nous disent souvent, si vous avez plus de 3 points, c'est que vous n'avez pas fait votre job d'analyse. Pas la peine. Si vous en avez 5 ou 6, refaites. J'en veux 3. Voilà. C'est hyper important. Quand il y a une crise qui se déclenche, on parle régulièrement dans le domaine de kit de survie des premières heures. Ouais. Tu peux nous expliquer ce que c'est que ce kit de survie des premières heures? Ce qu'il y a dedans. Les le kit des 2 heures dont on parlait tout à l'heure, c'est déjà briefer l'interne. Briefer l'interne, interdire aux collaborateurs de parler, de communiquer, de se répandre sur les réseaux sociaux, de filmer, de prendre des photos, etc. et de relayer, c'est vital. Et là, on n'est pas dans une invitation à, c'est une interdiction. Voilà. Parce que la surinfection, elle arrive de là. Excuse-moi, juste, pardon, ouais. Une petite question. Quelle est la place de l'anticipation dans votre méthodologie? Est-ce possible d'anticiper des crises pour les éviter? Oui, tout à fait. Quand on est dans un univers sensible et qu'on a une communication sensible, c'est de le prévoir. J'ai pas de clients qui font du saumon, mais si j'en avais un, je pense que très vite on serait sur la capacité et on aurait toutes les réponses pour assortir le jour où il y a une vraie crise sanitaire autour du saumon. Moi, j'en mange du saumon, excusez-moi. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, pour rebondir sur ce que dit Béatrice, l'idée générale, quand on est sur un sujet où on sait que de toute façon la crise va être inexorable, on va bâtir des routines, un plan, c'est ça? Oui, exactement. On le prépare, on le prévoit. On sait que ça va avoir lieu, on ne sait pas quand. La deuxième chose d'anticipation, c'est effectivement des clients qui nous prennent et qui nous disent formez-nous. Expliquez-nous, voilà ce qu'on met dans ce webinaire, expliquez-nous ce qui peut nous arriver, documentez des cas de nos concurrents pour qu'on prenne conscience. Moi, je travaille dans une entreprise, là, on a un client qui est dans l'intérim. J'ai rien trouvé comme prise sur eux, justement, sur ces 10 dernières années. Bon, c'est une entreprise qui est assez extraordinaire parce que même humainement, ils sont super bien structurés et je dois faire cette formation et je voulais arriver avec des cas. Donc, j'ai pris des cas de concurrents. Voilà, l'anticipation, c'est aussi former les gens. Qu'on sache que ça va arriver. Et donc, vaut mieux être structuré et après de mettre des moyens en fonction de ça et de s'entraîner. Le training. On a des clients pour lesquels on fait du training. Et là, dans l'armée, par contre, c'est vraiment notre métier. C'est ce qu'on appelle des manips, des exercices où on arrive et on crée de véritables problèmes. Et là, on s'entraîne à travailler sur des cas réels d'accidents, de crises, etc. Ok, merci pour ta réponse. Je vais revenir sur le kit de survie. Donc, tu nous as dit briefer l'interne. Oui, briefer l'interne, créer et monter la cellule de crise, utiliser une fiche réflexe. Donc, pour répondre à Béatrice, faire des fiches réflexes. Voilà. La fiche réflexe. La fiche réflexe, c'est vraiment comme son nom l'indique, un papier A4 qui dit s'il se passe ça, voilà ce que je dois faire. Je dois appeler machin, je dois faire un email, je dois mettre une fiche réflexe dans l'armée ou l'acte réflexe du combattant. Je dois mettre mon masque à gaz, je dois mettre ma tenue, me confiner. Voilà. C'est les réponses réflexes, c'est-à-dire qui ne nécessitent même pas de demander une autorisation et tout. Tout est listé. Donc, la fiche réflexe, la cellule de crise, monter un fil WhatsApp. Alors, dans l'armée, on a des WhatsApp souverains, voilà,
qui sont des outils franco-français, mais globalement, c'est le même fonctionnement. Monter un WhatsApp, et moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de passer en message éphémère. Bien d'accord. Voilà. Parce qu'on va être amené à se dire des choses. Soyons clairs, hein, un jour, j'ai travaillé sur un cas où ça s'est transformé en pénal. L'enquêteur a demandé à voir les téléphones. Et des choses qu'on peut se dire quand on parle en… Ouais, il y a pas de trace. Voilà, où il n'y a pas de traces. Et quand c'est lu par un tiers, surtout si c'est un enquêteur, un proc, ça peut être mal interprété. Tout à fait. Voilà. Un tel a été gravement blessé suite à une erreur de l'entreprise. Ouah, je suis allé le voir, ouah, cool, il n'est pas mort, etc. Bon, parce que c'est le DG qui est super content que le gars soit pas mort. Oui, Bon. ça peut passer pour de l'insensibilité. Exactement. Okay, demain, un prof tombe là-dessus et va dire ah ouais, d'accord, c'est comme ça que ça a été traité. Alors qu'au départ, c'est ouf, qu'est-ce que je suis content. Donc, message éphémère, ça évite, voilà. Écouter les faits et se concentrer sur le réel, ça aussi. Parce que ça part dans tous les sens, et sécuriser les preuves matérielles. Par exemple, dans les grandes organisations, on a le registre des accidents bénins, le RAB. Ouais. Moi, le jour, j'ai dû travailler sur soi-disant un cadre qui avait frappé un salarié. Oui. Et alors, bien sûr, les cadres me disaient, mais non, c'est pas vrai. Et puis, les salariés et les syndicats disaient, si, on a été tapé et tout. Moi, j'arrive, mon rôle, c'est de dire, attendez. Et puis, les médias appelaient, hein, oui. Parce que les syndicats avaient appelé le Figaro, le Monde, etc. Donc, on était là dans de la crise ouverte. Yes. J'ai dit, on va faire deux choses. Moi, je veux voir le registre des accidents au Bénin pour voir si ça a été documenté, consigné. J'ai vu, rien. Hein, et je veux qu'on accède aux vidéos internes. Pour savoir ce qui s'est passé réellement. Sachant que seules certaines personnes habilitées, voilà. Et moi, une fois que vous aurez vu ça, je vous dirai ce qui… Et effectivement, il n'y a pas eu de coup de poing. Et on m'a donné les deux trucs. Donc, moi, j'ai appelé et j'ai démenti. Et ça s'est arrêté là parce qu'il ne s'est jamais rien passé. Donc, voilà, sécuriser les preuves matérielles et les premières heures, la veille, tout de suite, c'est la première chose qu'on vous demande. Donc, on lit, on écoute tout ce qui est télé, radio, presse, blog, réseaux sociaux importants, etc. On a des outils. Et l'IA, aujourd'hui, on a développé dans l'agence nos propres outils IA pour aller creuser extrêmement loin, pour identifier avec des outils IA qui nous envoient sur Telegram, tout ce qu'il peut y avoir pour que nous-mêmes, on ait une information en temps réel. Voilà. Ensuite, on rédige le statement. Ouais. Donc, on rédige la réponse parce que n'oublions pas que derrière tout ça, il y a des journalistes qui appellent. Hein. Ou qui peuvent être devant l'entreprise et dire il s'est passé ça, qui tente le micro, voilà, organiser le porte-parole là, qui va parler, et là, on a deux clients compliqués, c'est celui, dès qu'on lui presse sur le ventre, il parle, et il s'arrête pas de parler, voilà, et celui qui ne dit rien. Et donc, on qualifie ensemble avec le client, et on dit non, toi, tu n'as pas vocation à être porte-parole, toi, tu peux être un bon porte-parole. Sachant que n'oubliez jamais ce qu'on dit aussi dans l'armée, celui qui commande ne négocie pas, celui qui négocie ne commande pas. Donc c'est pareil pour la presse. D'accord. Je n'ai pas envie d'avoir le général qui soit… Non, on va mettre des fusibles. Voilà. L'analyse, peut-être, l'analyse cartographique, ouais, ça tu l'as expliqué, ouais, excuse-moi. Ouais. Pour avancer, bon, tu sais que c'est quand on a travaillé avec Fred sur la création de ce webinaire, on s'était dit qu'on allait aller sur du pratique. Ouais. Donc des tips, des techniques. Est-ce que tu aurais un cas précis, concret? Par exemple, je sais pas, je lis un article négatif sur mon entreprise. Comment est-ce que l'on doit réagir? Est-ce qu'on peut modifier l'article en slide 12. Est-ce qu'on est en slide 12? Voilà. Oui. Alors typiquement, voilà, là on est très concret. Il y a un article négatif qui sort. Détecter et évaluer. C'est ce que je disais, le sang-froid. Grâce à la veille, on repère l'article. Donc on le passe dans cette matrice. Et là, on peut faire plusieurs choses. Le contact direct. Alors, pardon, non. Première chose, il a raison. Il a des infos, c'est factuel, il n'y a rien à dire, on s'écrase. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Deux, non, ce qu'il dit n'est pas juste. Contact direct, on appelle le journaliste sans agressivité, sans comment dire, sans en faire trop, et on lui expose notre
position. C'est ça. Monsieur le journaliste, on a vu votre article, vous dites que nos camions ne sont pas arrivés à l'heure. Écoutez, je tiens à vous dire que le camion qui n'est pas arrivé à l'heure est le camion d'un sous-traitant, mais les nôtres sont arrivés à l'heure, voilà. Et parce que n'oubliez pas une chose, aujourd'hui, 92% des journalistes du print écrivent pour des médias en ligne. Et, voilà. Donc, ce qui veut dire que votre article, on va pas attendre le soir qu'ils soient imprimés pour lire le matin Ouest France ou Le Monde. Non, dans l'heure qui suit, il est en ligne. Donc, il existe. Donc, on a intérêt à l'appeler rapidement et on essaie de le convaincre en disant, voilà notre position écrite. Et le code de déontologie fait que le journaliste va écouter. Et franchement, dans 98% des cas, il va reprendre la position en disant, l'entreprise indique que ces camions sont arrivés à l'heure. Après, on va un peu plus loin. Imaginez que le journaliste ne réponde pas. Donc là, on va exiger un droit de réponse en disant, voilà, on exige un droit de réponse. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Voilà le droit de réponse. Là aussi, la presse française, il y a un vrai code de déontologie. Ils vont souvent le mettre, ils vont écrire. Donc voilà, juste, on a montré un peu les dents. On impose nos éléments de langage. Après, ligne rouge, on passe en terrain juridique. Et là, je ne vais pas donner de conseils parce que c'est les avocats qui en donnent. C'est effectivement la diffamation qui répond à des critères bien précis. La diffamation, c'est des faits faux qui portent atteinte à votre honneur, etc. Donc, on est, voilà, déjà, tout n'est pas du niveau de la diffamation. Et surtout, il y a un délai de prescription. Si on retrouve un vieil article qui a 4 mois, eh ben, voilà. Donc là, nous, une fois, on a activé ça en 25 ans. Avec un avocat et ça s'est bien passé. Faire gaffe de toute façon à la surinfection. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Voilà, l'effet Streisand, parce que le journaliste qui commence à avoir un avocat qui l'appelle et tout, il va commencer à se dire, tiens, s'il y a une surréaction, peut-être que je creuse. Voilà. L'effet Streisand, tout le monde connaît, qui fait que quand Barbara Streisand supportait pas qu'on ait filmé sa maison, elle a appelé le journaliste en menaçant, etc. Et là, le blogueur a fait que ça s'est su, et c'était des dizaines de millions de personnes qui ont vu la maison de Barbara Streisand. Voilà. Alors, les techniques aussi d'enfouissement. Nous, on a chez nous une spécialiste qui sait enfouir des contenus Google. Alors, attention, hein, on n'enfouit pas un article du Monde. Non, non, pour étayer ça, moi je me rappelle, j'avais une étudiante il y a quelques années qui était une étudiante paupérisée pendant le Covid et elle avait été interrogée par BFM, elle avait été très militante pour expliquer la paupérisation des étudiants, etc., etc. Et sauf que le journaliste de BFM est allé chercher sur les réseaux sociaux et a trouvé une photo d'elle qui datait d'il y a 2 ans où elle est en vacances avec ses parents sur un yacht. Et elle a ramassé quelque chose. Manon Aubry, non? Non, ça aurait pu. Non, parce qu'elle n'avait pas de vélo. Et donc, et ça a été très compliqué parce que ça a été repris partout. Et elle a voulu jouer le droit à l'oubli de Google. Et toi, tu es en train de nous dire que l'enfouissement numérique. Oui, il y a 2 méthodes. Il y a l'enfouissement numérique, et donc chez nous, on a une spécialiste de ça qui l'a bien réussi pour des clients. Encore une fois, on ne parle pas d'articles du Monde. C'est quoi l'enfouissement numérique? Et c'est de faire disparaître il y a 2 types. On fait disparaître l'article. Voilà, il y a des formulaires, c'est compliqué. Évidemment, Google va pas mettre ça en accès libre et tout, mais on sait faire, il y a une technique. Et 2, c'est l'enfouissement naturel des mauvaises nouvelles par des bonnes nouvelles. Et ça, on l'a fait pour un client qui était attaqué injustement et qui nous a dit, purée, en plus en ce moment, j'ai fait ça pour des pays, etc. Mes outils ont servi. Et on dit, mais c'est super pour nous. Et on a fait des actions de communication de presse. Et maintenant, on a vu en première page les actions positives de ce client, alors qu'il était en plus en train de faire une levée de fonds. Et donc ça, c'est un enfouissement naturel, mais par de vraies informations, des vrais communiqués de presse, une vraie stratégie. Donc oui, on peut enfouir. Alors, comme dans les relations presse, là, il y a le Synat qui a sorti une espèce d'iceberg pour montrer l'article, le haut, et tout le travail en dessous. Là, tu viens de nous parler de tout le travail en dessous. Puis après, cette partie émergée, c'est le porte-parole, finalement. Parce que c'est lui qu'on va voir. Quelle règle d'or on peut donner sur lequel on peut former notre porte-parole? Déjà, l'entraîner, le qualifier, et pas hésiter à dire à son client, excusez-moi, mais si c'est lui qui y va, on va au casse-pipe. Donc, OK pour le crash test, mais vous en assumez les conséquences. Ensuite, le préparer, média training.
le pousser dans ses retranchements. Nous, on fait de la prépa ops, hein, comme je disais tout à l'heure. On a des commandants de base, on les pousse dans les retranchements. Moi, j'enlève ma tenue militaire, je mets un pauvre t-shirt d'un activiste et je joue le jeu et je suis respectueux comme pourrait être quelqu'un par exemple d'une ville voisine ou avec ce dynamisme d'un journaliste et il l'accepte et c'est le jeu et je le pousse à bout. Et on le filme, et après, derrière, voilà. Le Q&A, les question and answer, imaginez les questions les plus tordues et les poser. Voilà. Et on n'a aucun client qui s'en offusque. Hein. Au contraire, ils nous disent, putain, vous nous avez pas ménagé, mais merci. Préparez l'endroit où on va recevoir la presse. Oui. Parce que moi, l'autre jour, j'ai vu un porte-parole, il était tout seul, debout, et il avait même pas en face de lui ses aides de camp et ses Ofcom qui pouvaient l'aider en disant la stop ou etc. Donc je lui ai dit, mon colonel, déjà mettez-vous sur un bureau assis avec peut-être des personnes autour de vous et en face de vous, vous devez avoir vos officiers de communication qui vont vous aider. Moi, une fois, j'ai eu un client là dans le civil, le pauvre, il a eu 7 télé et radio toute la journée. Il n'en pouvait plus à la fin. Eh ben, j'ai pris la parole alors que j'étais derrière lui. J'ai vu qu'il m'implorait du regard. On avait listé les 7 points pour lesquels on n'était pas en faute. Et les journalistes se sont tournés et j'ai parlé. J'ai dit voilà, parce que depuis le matin, je l'entendais et il fallait le sauver. Il fallait sauver le soldat Ariane. Hein. Voilà. Excuse-moi, il y a une réaction de Christelle par rapport à ce que tu disais sur l'anticipation tout à l'heure. Mais je pense que vous vous retrouvez tous les deux là-dessus. De son point de vue, l'anticipation ne va pas empêcher une crise d'arriver. Ouais. Elle permet juste de réagir plus vite, de définir un positionnement et d'éprouver des réflexes. Complètement. Donc c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est comme le botox et la vieillesse. Hein. On sait qu'on va vieillir, on sait que la peau va se ratatiner. Faut prévoir le botox, le budget, le médecin et voilà. Mais on le sait. Ah oui non, ça n'empêche pas. Hein. Par contre, de l'anticiper, de se dire voilà où il y a un risque, ça peut vraiment faire gagner du temps et de la performance. Ça marche. Je reviens sur les consignes à donner au porte-parole. Donc, on a préparé endroit, on a un média traîné. Ouais. Tu peux nous parler un peu de l'attitude, du discours et des pièges à éviter? Ouais, garder son calme. Quand moi je parlais de mon client dans le privé là, qui en était à ses 8e, 7e ou 8e reportage télé, donc avec la caméra, etc. On lui posait toujours les mêmes questions, donc il devait en avoir marre. Et je sentais, il l'a fait très bien, hein, mais au 7e il n'en pouvait plus. Et c'est terrible. Donc garder son calme, le préparer à ça, lui dire là on va vous embêter pendant 1 heure. Sachez que le jour où ça se passe, c'est pendant une journée. Et la nuit, vous aurez peut-être pas dormi parce que vous aurez eu un meeting avec vos autorités ou avec vos patrons. Voilà. L'autre point sur lequel c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, un truc avec les éléments de langage. Les éléments de langage, où on avait un certain point de divergence, mais éléments de langage, encore une fois, c'est ce que Christelle disait au tout début, mais je pense qu'elle nous a quittés là. La transparence, jusqu'où on va? Est-ce que les éléments de langage, ça pue le manque d'honnêteté, le manque de transparence? Est-ce que c'est nécessaire? Ta position? Les éléments de langage, c'est le parachute. On est obligé, à un moment donné, on se jette. Si on n'a pas ça, et en plus un ventral, on risque de se cracher. C'est la colonne vertébrale, c'est le parachute, c'est le truc qui fait qu'à un moment donné, on limite les risques de partir ou de mal rebondir. Il faut qu'il y ait une cohérence, une transparence au moins. Oui, une cohérence. Ce qui ne veut pas dire que dans la main courante, dans la cellule de crise, on ne va pas les faire évoluer heure par heure. D'accord. Mais par contre, une fois qu'ils sont figés, on n'en sort pas. Et alors, ça peut paraître de la langue de bois, oui, mais la langue de bois, c'est la langue qui fait qu'on reste rigide et qui fait qu'on ne va pas dans l'ornière. D'où l'intérêt aussi de ce que tu disais tout à l'heure, c'est de bien choisir aussi le porte-parole. Ah oui, qu'il n'ait pas envie de commencer à exprimer des choses qui n'apporteraient rien au point qu'on est en train de traiter. Oui, puis c'est ce que tous les attachés de presse qui ont dû dealer à un moment ou un autre avec envoyé spécial ou machin. Ouais. Il y a une personne, voire 2 autorisées à parler. Oui. Et donc qui connaissent ces EDL, comme tu le disais, plutôt que tout le monde se sente autorisé à prendre la parole. Les pièges à éviter, selon toi? Dire je ne sais pas. Par exemple, on dit il est trop tôt pour répondre.
où on dit une enquête est en cours, mais voilà, je ne sais pas, ou no comment. Voilà, nous, on a des clients en début de formation hein, qui pensent que c'est comme à la télé. On met une main devant la caméra, voilà, no comment, pas de commentaire. Non, pas de commentaire, c'est déjà une forme de commentaire. D'accord. Ça veut dire j'ai pas envie de parler. Ça veut dire... Non, on dit pas je sais pas. On dit c'est trop tôt pour répondre et on explique que là notamment quand il y a du pénal ou du militaire, etc. Il y a souvent derrière des enquêtes, hein, des enquêtes qui sont souvent menées d'ailleurs par la gendarmerie. Donc nous on a une gendarmerie spéciale, la gendarmerie de l'air et de l'espace, mais derrière c'est un procureur civil. Ben, voilà, il y a une enquête à mener, y compris dans un crash d'aéronef. À un moment donné, c'est le civil qui va autoriser à parler et à dire le nombre de victimes et expliquer qu'il y a telle et telle victime. Voilà. On arrive un petit au bout, là, on va conclure. Bon, on va se faire notre minute pub. Ah ben, concrètement, un flux actif, comment elle aide les entreprises dans leur com de crise ou com sensible, Hervé? Bah déjà, elle est très très bien organisée en 24/24, 7/7. Elle a des outils et surtout, pour reprendre un terme militaire aussi, j'ai envie de dire qu'elle vous accompagne à la fois dans la planif et dans la conduite. La planification, j'en reviens pas dessus, c'est tout ce que j'ai dit avant. Et la conduite, par contre, c'est quand on est sur le champ de bataille et que ça bouge et qu'il faut changer. Donc là, on est très bon là-dessus. Et les outils, notamment que toi, avec Fred, vous avez développé en IA, moi que je trouve incroyable et qui permettent d'aller dans une analyse profonde. Et la profondeur est essentielle dans notre métier. On a une allonge par rapport à ça qui est formidable, qu'on n'avait pas avant, parce qu'il aurait fallu engager 10 jours de consultants pour avoir ce que toi, aujourd'hui, tu as en 5 minutes, même si ça t'a demandé un mois de travail. Ah ben oui, bien sûr. Mais voilà, donc on est organisé, on est outillé, et puis bah, j'espère qu'on l'a senti en regardant ce webinaire, on est passionné. Ouais, puis en plus, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle, ouais. On arrive au bout, Hervé. Ben oui, c'est je te remercie. Est-ce qu'on a des questions subsidiaires? Ou est-ce qu'on a été, enfin, Hervé, est-ce qu'il a été super clair? Quoi qu'il en soit, donc visiblement, il n'y a pas. Il y a. Ah, Béatrice. Vas-y, Béatrice. Bonjour. Salut. Bonjour. Quand on est une agence de relations presse petite, qu'on ne travaille pas forcément avec l'armée ou des grands groupes, qu'on n'a pas forcément du coup les budgets ou les moyens pour vraiment gérer une crise une communication de crise comme vous l'avez défini là, c'est quoi les 2-3 actions qu'il faut qu'on puisse mettre en place rapidement sans moyens vraiment derrière? Alors, des moyens, il en faut, mais on peut en trouver des gratuits. Par exemple, trouvez-vous un outil de veille média. ADES est un bon outil. Bon, ça coûte un peu de sous, mais je pense que vous l'avez aussi pour les relations presse classiques. Prenez Talkwalker version gratuite. Prenez InnoReader version gratuite. Là, vous avez des outils qui permettent déjà d'écouter, plus un AD ou un Pika News qui permet d'avoir des infos. Ça, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est après de travailler avec vos méthodes habituelles, de faire, alors nous on appelle ça un statement, mais c'est un communiqué de presse que vous allez voir avec des éléments de langage avec votre client, et tout de suite rappeler les journalistes avec un peu plus de rapidité que ce qu'on fait dans une stratégie de relations presse où on a un peu plus de temps, etc. Donc diminuer le temps de réponse entre la détection de cet article, la réponse à votre client et votre réponse à vous. Voilà, avec ces outils-là, la réponse, et puis dire à votre client, ben, on va passer un peu plus de temps qui n'était pas prévu, donc peut-être revoir les honoraires avec lui en lui disant, n'hésitez pas à travailler à l'heure. Voilà, nous on a beaucoup de clients en crise. Moi je dis, je sais pas combien de temps ça peut mettre, parce que je peux y passer 15 heures parce que ça va vite être circonscrit, mais je peux bosser 6 mois dessus et au bout de 200 heures on n'aura pas fini. Donc dites-lui, on va travailler à l'heure, comme ça vous êtes à l'aise, moi je suis à l'aise. Et avec ça, veille, outils de com classique, vous faites déjà un bon début de com de crise, à condition qu'il y ait des points réguliers avec le client, parce que vous-même devrez être alimenté de toutes les évolutions de sa crise, s'il est dans l'industrie. Oui, voilà. Et si je peux me permettre d'ajouter, Béa, tes clients, tu les connais super bien, effectivement, ce qu'expliquait tout à l'heure avec son CRI, son compte-rendu
média, c'est ça? Ouais, contrôle du média. Voilà, c'est quelque chose que tu dois valider le plus rapidement possible. Donc, tu es une petite agence, bah, c'est pas grave, en fait, tout de suite. D'abord, tu es alerté quand il y a la crise et tout de suite, il faut que tu aies ce CRI. C'est qu'est-ce qui s'est passé exactement et en toute transparence et en toute réalité. Moi, je connais des agences qui font de la com de crise, qui en font très, très bien. Le gars est seul. Par contre, il a son téléphone 24/24, 7/7. Il travaille jour et nuit, les WhatsApp, les boucles Telegram, etc. Et il le fait, il s'en est fait une spécialité et il est très, très bon. Voilà, donc organisation interne de la petite agence. Si vous êtes 2, 3, ben ça demande plus de disponibilité, d'amplitude horaire. Mais si c'est vous la gérante et tout, et expliquez-le à votre client que les heures de nuit, ben, ça vaut pas le même prix que des heures de jour ou des systèmes de veille le week-end. Ça n'a pas le même prix. Mais voilà, une fois que vous avez fait ça, et puis petit à petit, une affaire en amènera une autre, vous arriverez à vous structurer. Ça répond à ta question, Béa? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, on vous remercie. Et ben voilà, il est 13h07, ça fait 1 heure. Merci à tous. Et puis vous retrouverez le replay. Ouais, on le mettra sur notre site une fois qu'on l'aura finalisé, sur influactif.com. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, bah, on se retrouve en septembre avec le 4e volet. Le 4e volet sera consacré au RP de façon générale, mais toujours sous l'angle de dirigeants à référence. On vous souhaite une bonne journée à tous et Merci. profitez bien. À bientôt. Ciao, ciao.